Boy Charge 2.0, syndicat de police s'exprime. La force ont conduit les policiers à faire plus attention. Ce n'est pas un appel de faire un plus modéré de la force, c'est que nous n'avons pas eu les ordres d'utiliser ces armes-là en fait. Il y a eu tellement de fautes de manipulation, d'erreurs, etc. que le pouvoir public et notre hiérarchie a enfin compris qu'il ne fallait pas utiliser ces armes dans tous les sens et n'importe comment. Donc on est arrêté enfin, heureusement, que nos politiques ont enfin conscience de la situation sur le terrain. Vous avez compris un peu le bazar, c'est que, bien, Macron a écouté le peuple. Macron est aussi triste que Ramos. Je ne vais pas pleurer maintenant. Dans quel état d'esprit sont les forces de l'ordre après 14 samedis de mobilisation? Épuisés. Épuisés parce qu'il y a des collègues qui travaillent quasiment tous les week-ends, qui n'ont le reste de la semaine, il faut qu'ils assurent les autres missions. À la fois nos collègues qui sont donc sur le terrain, qui sont visibles, qui font du maintien de l'ordre, mais derrière nos collègues qui sont au judiciaire pour gérer s'il y a des interpellations. Donc c'est toute la machine policière qui est épuisée, qui n'en peut plus, et demande comment nos collègues tiennent en fait, parce que c'est pas des conditions très humaines pour travailler, d'autant plus que notre hiérarchie, pour certains actes, nos collègues ne pouvaient pas partir de leur position et devaient se pisser dessus, littéralement. Voilà, ils sont nourris avec des petites compotes, des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, on est entre le marteau et l'enclume. Ma foi, avec 300 € d'augmentation, c'est plutôt cool. On est épuisé, mais on se dit qu'il faut qu'on reste en place parce que on a besoin de garantir la sécurité de l'humanité. De l'autre côté, nous avons des pouvoirs publics qui continuent de se dire, de toute façon, ils sont corvéables à merci. Les sorties, on ne les paye pas, on n'a pas besoin vraiment de les nourrir. Et puis finalement, même s'ils sont épuisés, ils continuent de venir. Et si jamais, à cause de l'épuisement, ils peuvent commettre des fautes professionnelles, on ne sera jamais inquiété parce qu'on pourra leur dire qu'ils ont manqué de discernement, n'étant pas à cause de leur épuisement. Langlois, qu'attendez-vous des multiples enquêtes lancées par l'IGPN, la police des polices, concernant des prétendues violences de la part des policiers contre les Gilets jaunes? J'en entends pas grand-chose. Pas grand-chose parce que je rappelle une chose, l'IGPN en fait est contraire au code éthique de police européen que la France a signé en 2001 et qui interdit à la police d'enquêter sur elle-même. Les policiers trouvent ça insupportable, la population trouve ça insupportable à cause de l'opacité et finalement les seuls contents de cette institution sont les pouvoirs publics et notre haute hiérarchie. On n'y attend pas grand-chose parce que... Et excusez-moi, monsieur de l'Alliance ethnique. Et vous dites quoi? C'est deux policiers de Limours dans le 91 qui ont ouvert le feu. Un policier qui n'était pas en service qui a ouvert le feu sur deux jeunes qui avaient volé du magret de canard. Et que dites-vous concernant la mort de monsieur Gay Camara? L'assassinat. Ce qui va se passer, c'est que dans les procédures qui iront jusqu'au bout, on sait que ce sera nos collègues qui ont commis effectivement peut-être une erreur sur le terrain qui seront sanctionnés, mais il n'y aura aucune sanction sur toute la chaîne hiérarchique jusqu'à notre directeur général, voire le ministre, qui a permis à cette situation catastrophique de se produire sur un manque de formation, mauvaise utilisation des unités, des ordres incohérents, etc., etc. Achat des cartouches qui ne répondent pas à l'arme, enfin j'en passe et des meilleurs. Et du coup, en fait, l'IGPN va servir qu'à une chose, servir à couvrir notre hiérarchie, sanctionner des collègues très lourdement pour des fautes, alors que finalement ils ne sont que le sommet de l'iceberg et qu'il y a tout le reste derrière qui ne sera jamais modifié. Donc en fait, les manifestations vont pouvoir continuer avec des fautes professionnelles, parce que ceux qui orchestrent ces fautes professionnelles ne sont pas sanctionnés. Ils sacrifient un pion, ils en mettent un nouveau à la place, qui fera qu'un de nos qui continueront de perdre leur travail ou qui seront sanctionnés, et des manifestants pacifiques qui pourront encore être blessés et mutilés. Alexandre Langlois, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps de cette fameuse loi anti-casseurs. Va-t-elle à l'encontre du droit des manifestants? À notre sens, oui. Alors il y a deux choses. Déjà, elle ne sert à rien pour commencer, parce qu'il y a déjà un fichier anti-casseurs, j'allais dire, de personnes violentes de manifestation. Si ce fichier existe, c'est parce que nous n'avons pas encore les preuves suffisantes pour présenter ces personnes à la justice. Donc voilà. Après, là, le fichier va proposer quelque chose sur la suspicion, qui est complètement catastrophique. On ne peut pas faire... D'où l'importance de,
de soumettre la liste des représentants Gilets jaunes, ce que demandait l'un des représentants des Gilets jaunes. Quand même une drôle d'histoire sur le 2.0. De la suspicion. Comparé aux hooligans, les hooligans c'est une manifestation sportive qui n'est pas du tout un droit constitutionnel d'aller au stade, à la différence de manifester. Donc c'est très très grave comme dérive. Sur le plan opérationnel, ça ne sert à rien et ça va même encore donner plus de travail à nos collègues. Et d'un point de vue constitutionnel, ça va contre les droits les plus fondamentaux qui sont en France. Alors après, je précise que nous avons notre nouveau code de déontologie de la police nationale de 2014. Avant, nous étions défenseurs des libertés individuelles. Dans ce nouveau code, nous sommes défenseurs des lois. Malheureusement, dans les lois, on met ce qu'on veut et une loi qui permet de légaliser des choses qui ne sont pas forcément légitimes. Merci beaucoup Alexandre Langlois d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du syndicat de police VGI. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors mes amis, bonjour Alex Chalignan, merci de répondre à nos questions en direct sur RT France. ça sent la merguez sur RT France. Christophe Castaner explique qu'avec ce mouvement des Gilets jaunes, il n'y a que des perdants autant du côté des Gilets jaunes que du côté des institutions du gouvernement. Comment est-ce que vous accueillez cette sortie du ministre de l'Intérieur ? Bonjour à vous. Écoutez, il a dit une phrase qui me choque personnellement. Il dit que c'est un mouvement de perdants. C'est un mouvement dans lequel il n'y a que des perdants. Si M. Castaner et le gouvernement auraient justement saisi l'occasion, et nous espérons qu'ils saisiront cette occasion. Mais qui a dit que M. Castaner avait tort? Ancien joueur de poker sur la Côte d'Azur, fréquentant le milieu. Donc, vous imaginez bien que si lui-même dit que c'est un mouvement de bras cassés, eh bien, on ne va pas mettre tout le monde dans le même queue. Ce n'est pas la coutume du 2.0. Mais bon, écoutons la suite de la story. Pour justement renverser la table, après le grand débat, il n'y aura que des gagnants. Ce n'est pas de notre faute, si vous voulez, qu'il y a des dizaines de milliers, de centaines de milliers de citoyens français qui sont sortis dans la rue parce qu'ils n'ont justement plus la garantie d'une vie digne, parce qu'ils ont besoin d'exprimer leur colère. Et à un moment donné, en face, nous avons eu que du mépris. M. Castaner a fait partie de ces 3-4 personnes du gouvernement qui depuis 3 mois, dès le début, dès les 2 premières semaines, nous a insultés de tous les noms, même lorsque encore il n'y avait pas toutes ces violences qu'il y avait depuis 2 semaines. Donc évidemment que je condamne comme toujours ces violences. J'ai été hier sur la place de la République pour la marche contre l'antisémitisme. Les Gilets jaunes ne sont ni racistes, ni islamophobes, ni antisémites. Ni antisémites, mes amis. Alors, vous voyez, à chaque fois je démarre une vidéo et ensuite, c'est aussi ma démarche de vous balancer de l'information. Eh bien, parmi ces gilets jaunes, bien sûr, c'est comme chez tous les Français, il y en a qui sont pas antisémites, mais qui n'aiment pas spécialement les feuilles, d'autres qui n'aiment pas les Renois, d'autres les rebeux. Donc ce n'est pas une histoire de gilets jaunes, c'est une histoire de France, c'est une histoire d'humanité, tout simplement. Regardez, même des gens sur le même continent, dans le même pays, se font la guerre. Et qu'est-ce que vous pensez que cette démonstration de ridiculisation, si vous voulez? Nous avons juste été infiltrés par des groupuscules et c'est à cause de M. Castaner que nous avons été infiltrés, parce que c'est M. Castaner qui a obligé les Gilets jaunes de se concentrer dans les centres-villes en évacuant les ronds-points. Lorsque nous étions dans les ronds-points, les choses se passaient plutôt bien, on était très bien avec les commerçants, on était très bien avec les forces de l'ordre, il y avait beaucoup de personnes âgées. Mais faire quoi dans les ronds-points? Une des premières vidéos que j'avais faites, j'avais dit la première des choses à bloquer dans un mouvement qui se dit rebelle ou contre le système, eh bien c'est bien la presse, c'est bien la télévision. Eh bien, dès le départ,
j'ai bien compris que nous avions affaire à une conspiration. Continuons la manipulation. Sol 2.0. Et le fait en fait d'avoir interdit les rassemblements dans les ronds-points et nous avoir poussé une partie des gilets jaunes dans les centres-villes, ça a créé tout ce que ça a créé et c'était à mon avis quelque chose qui a été calculé de la part du gouvernement. Aïcha Aignan, permettez-moi de vous reprendre, vous avez dit il y a une phrase qui vous a choqué concernant Christophe Castaner, disant qu'il a dit que ce mouvement, dans ce mouvement il n'y avait que des perdants, il a dit cette violence-là je pense qu'elle nous fait tous perdre, autant du côté des gilets jaunes que du côté des institutions et du gouvernement. Voilà donc les propos réels du ministre de l'Intérieur. Il dit également qu'il a reçu des menaces jusqu'à son domicile personnel. On sait que des QG, La République En Marche, ont été pris pour cible. On se souvient également du Puy-en-Velay, la préfecture qui avait été incendiée. On se souvient aussi de Benoît Questel qui avait été menacé. Est-ce que certains gilets jaunes sont allés trop loin, selon vous, comme le dit le ministre de l'Intérieur ? Bien, le problème depuis le début de ce mouvement, c'est que ce qui a fait notre force, le fait que des citoyens qui se sentaient complètement invisibles, ils ont symboliquement mis un gilet jaune pour devenir visible, donc c'était très facile de devenir gilet jaune, mais aujourd'hui ça se retourne un petit peu contre nous, parce que n'importe quel imbécile qui a revêti un gilet jaune, on dit que c'est un gilet jaune. Donc moi je ne sais pas clairement qui a commis ces actes, en tout cas moi j'ai toujours été clair là-dessus. Nous ne sommes pas sortis dans la rue, et moi non plus d'ailleurs, pour arriver à des scènes de violence, à des scènes de racisme, d'antisémitisme. Donc moi je condamne toutes ces violences. Ça ne sert absolument à rien d'aller chez M. Castaner ou menacer M. Castaner ou aller détruire et saccager des permanences des parlementaires. Ce n'est pas... Vous savez, j'ai juste envie de dire que je pense à Yacine, que je pense à Wajid.